Revenir un petit peu sur ces 5 points. Problème important, j'ai constaté moi, dans la pratique quotidienne que le diagnostic d'asthme n'était pas toujours assuré. Soit il était fait par excès, soit par défaut. On a parlé de diagnostic différentiel, mais il faut considérer aussi qu'il y a des comorbidités, que ces diagnostics différentiels peuvent s'associer, et ce qui est parfois difficile dans la prise en charge de l'asthme. Je vais détailler un peu la mesure du NO exhalé et de revenir sur certains traitements en dehors des biothérapies. Alors, le diagnostic de l'asthme, vous voyez, l'asthme est caractérisé par les phénomènes d'obstruction bronchique avec un caractère variable, et notamment la réversibilité sur le VEMS. En pratique quotidienne, on s'aperçoit que souvent le diagnostic est fait que sur la clinique et c'est parfois insuffisant. Il est rare dans les dossiers de trouver des EFR avec, comme l'a dit Charles, une amélioration de 12% du VEMS et de 200 cc. Et quand on n'a pas ça, surtout quand l'asthme résiste, quand l'asthme ne va pas bien, il faut trouver des arguments supplémentaires, soit le test à la métacholine, dont on vous a parlé, soit des mesures plus spécifiques qui reflètent l'inflammation bronchique, que ce soit l'expectoration induite et la mesure du NO exhalé. C'est reflété ici par l'arbre décisionnel diagnostique d'une revue importante. À tel point que vous voyez, si on prend une population importante d'asthmatiques, c'est une étude canadienne, et qu'on prend par exemple 1000 patients, et qu'on s'amuse chez ces 1000 patients à diminuer de façon progressive les traitements anti-asthmatiques, ces 1000 patients traités pour asthme de façon régulière, à qui on diminue progressivement les traitements, et on surveille soit l'apparition des symptômes, soit une dégradation des EFR, soit une positivité du test à la métacholine. On se rend compte que chez 30% des patients, on peut tout arrêter et il ne va rien se passer. Donc c'est soit des patients qui n'ont pas d'asthme, soit c'est des patients chez lesquels le traitement n'est plus nécessaire. Donc vous voyez, le diagnostic peut parfois être pas aussi simple et nécessiter des explorations plus sophistiquées. On peut avoir plusieurs choses. On a parlé de la dysfonction des cordes vocales. On peut être asthmatique et avoir une dysfonction des cordes vocales. Ça nécessite parfois des techniques sophistiquées, parfois à l'effort de ciné-IRM comme ici. C'est parfois, des fois, très important. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une patiente qui m'a été adressée, une asthmatique connue que je suivais pour perte de contrôle de l'asthme. L'asthme ne réagissait plus au traitement habituel. Et vous voyez sur ce scanner, elle avait une magnifique tumeur dans la bronche souche gauche, tumeur carcinoïde. Elle avait deux choses. Elle avait un asthme et une obstruction anatomique, une tumeur bénigne dans son arbre bronchique, et le contrôle de son asthme a été amélioré par un traitement par thermocoagulation. Les comorbidités, les apnées du sommeil, vous en avez tous entendu parler, le fait on peut être asthmatique, il y a une forme d'asthme, un phénotype particulier qui est l'asthme chez le sujet obèse, qui s'accompagne souvent d'apnées du sommeil. En traitant ces apnées du sommeil, vous voyez, on améliore le nombre de patients qui sont contrôlés. C'est vrai si on observe son traitement, ça est moins vrai si on porte sa machine moins de 4 heures par nuit. Je vais insister un petit peu sur la mesure du NO exhalé, mesure que nous effectuons ici de façon régulière. C'est une technique ancienne, vous voyez, les appareils anciens étaient assez gros, volumineux, difficiles à mettre en place et surtout très chers. Vous voyez maintenant le petit appareil à notre disposition. C'est un marqueur très utile, c'est un examen très utile puisque vous voyez qu'il sert comme facteur prédictif de bonne réponse à ces nouvelles thérapeutiques dans différentes circonstances. Alors qu'est-ce que c'est le NO? Le NO, c'est un produit qui est dégagé d'une réaction chimique de deux acides aminés sous l'effet d'une enzyme qui est la NO-synthétase, qui se trouve dans l'épithélium bronchique. À l'état normal, vous voyez que l'épithélium fabrique un petit peu de NO, mais en cas d'inflammation bronchique, il y a beaucoup plus de NO qui est relâché. Ici, sur une coupe anatomopathologique, on voit que la muqueuse de l'asthmatique comporte davantage de cette enzyme.
Et il y a une excellente corrélation entre les éosinophiles et la valeur du NO exhalé, que ce soit dans cette étude ou celle-ci. Et donc le NO exhalé est un reflet de l'éosinophilie au niveau bronchique. Vous savez que l'appréciation de l'éosinophilie peut se faire sur des biopsies, c'est quand même assez invasif, se faire sur l'expectoration induite, c'est pas facile à faire, c'est compliqué, mais on peut en avoir une bonne appréciation en mesurant cette valeur dans l'air exhalé. Alors il y a plusieurs compartiments de NO exhalé, il y a un compartiment alvéolaire, un compartiment bronchique et un compartiment au niveau des cavités nasales. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le NO qui vient de la paroi bronchique. Et pour ça, il y a une certaine technique pour mesurer le NO. Il faut expirer à faible débit, à débit constant. C'est un petit peu la difficulté de la manœuvre. Il faut que le patient souffle dans un appareil avec un débit constant. Et pendant au moins, on le fait souffler pendant 10 secondes et on retient les 3 dernières secondes de la mesure. Ça s'exprime en ppb. Voilà l'appareil, voilà le capteur. Il y a des capsules à usage unique, il y a des consommables qui coûtent un certain prix. Comme vous l'a dit Charles, c'est un test qui n'est pas pris en charge pour l'instant en France par les organismes d'assurance maladie, mais qu'il est pris à l'étranger. Parmi toutes les techniques que nous avons pour le diagnostic de l'asthme, que ce soit la réversibilité, l'hyperréactivité bronchique, les mesures de variation de débit de pointe, vous voyez que la mesure du NO exhalé a une excellente valeur prédictive négative, près de 92%, et une très bonne aussi valeur prédictive positive, supérieure à la majorité des autres tests, notamment pour la valeur prédictive négative. C'est donc un test très utile, pour la prise en charge de l'arbre. Il y a des valeurs, vous voyez, des arbres décisionnels. Chez l'adulte, à partir de 50 ppb, on est en présence d'une inflammation éosinophile. C'est aussi un élément, un facteur d'une très bonne réponse des traitements corticoïdes inhalés. Au-dessous de 25, on peut éliminer une inflammation éosinophile. Entre les deux, il y a des zones grises où on discute en fonction d'autres examens. Ça permet, vous voyez, quand dans cette étude, si on suit des malades de façon traditionnelle ou si on utilise le NO exhalé, il y a beaucoup moins d'exacerbations, beaucoup moins d'aggravations et on donne moins de corticoïdes inhalés. Ça fait partie des recommandations américaines, anglaises, dans le GINA de 2018 et dans les sociétés à la fois européennes et françaises. Donc, un test vraiment qui est utile dans la prise en charge notamment de l'asthme sévère et du phénotypage de l'inflammation bronchique aéosinophile. Quelques mots sur les macrolides. Vous voyez, Charles en a déjà parlé, mais quand le simple fait de traiter des patients par des asthmatiques sévères par des macrolides au long cours, on a quand même des taux d'amélioration de plus de 60%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'améliore pas simplement l'asthme où le facteur infectieux est prédominant, mais on améliore aussi les asthmatiques, vous voyez, bactériologiquement négatifs. Et là, c'est l'action anti-inflammatoire, immunomodulatrice du macrolide qui est en cours. Le risque, bien évidemment, avec les antibiothérapies au long cours, c'est de sélectionner certains germes, notamment des mycobactéries qui posent des problèmes plus importants. Et c'est des discussions, ça, de spécialistes et de réunions de concertation asthme qu'il faut avoir. La vitamine D, alors on en a beaucoup parlé. En théorie, elle a de nombreux avantages sur les cellules de l'immunité, sur les cellules également structurelles de la paroi bronchique, mais en pratique clinique, il est de bon ton de la doser, mais il n'y a pas d'argument disant que le fait de suppléer en vitamine D améliore le contrôle de l'asthme. La thermoplastie bronchique, j'en ai déjà parlé, c'est un traitement assez impressionnant qui repose sur le concept que certains asthmatiques ont une hypertrophie du muscle bronchique et on s'est dit que d'aller le brûler par voie endoscopique allait améliorer ces anasties. Ce qui est intéressant,
c'est que par exemple, si on va brûler le muscle bronchique au niveau du lobe moyen, eh bien, on s'aperçoit que dans le lobe supérieur également, le muscle disparaît, et il y a donc un effet de diffusion de l'efficacité qu'on n'explique pas encore tout à fait. Ça se fait que dans des centres experts, et effectivement, et c'est en cours de validation. Pour finir, je veux dire que tout ça, ça coûte cher. C'est des asthmatiques qui sont à la fois hospitalisés souvent, qui ont une mauvaise qualité de vie, dont la prise en charge coûte cher, mais elle est quand même nécessaire si elle permet d'éviter des hospitalisations, les effets secondaires de la corticothérapie au long cours. Vous voyez, la thermoplastie, c'est environ 20 000 euros par an, plus le système, 35 000 euros. Donc vous voyez ce que ça peut coûter. Je vais terminer avant de laisser la parole à Johanna, qu'un des aspects futurs du traitement de l'asthme, ça pourrait être le traitement par ces biothérapies à injection plus ou moins espacée en fonction de la gravité, et plus des médicaments qui actuellement qu'on donne au long cours, des traitements uniquement pris à la demande. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long, et c'est avec plaisir que je laisse la parole à Johanna.